Salut, salut! L'été est bel et bien terminé, la routine est bien recommencée. Travail, école et même garderie. Oui! On a trouvé une place qui convient à tous et la petite adore son éducatrice. Yay! On est content. Je la vois quand même à tous les jours. Mamie est contente de passer une heure et demie avec la petite. Euh, à la demande de mon fils, je tourne dans le solarium. Ça empêche les reflets de mes lunettes, mais là, mes lunettes teinte naturellement à cause solarium égale soleil. Hein? Donc, c'est ça. Fait que vous verrez pas mes yeux comme il faut, mais ça, c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, on retrouve une deuxième fois mon partenaire de vie. Cette fois-ci, voyons voir s'il a suivi mes instructions. Pendant les vacances, il a lu un livre puis il voulait absolument en faire une critique, donc sans plus tarder, je commence! Haha, je vous ai eu, hein? C'est pas commençons cette fois-ci. Il y a quelques années, mon conjoint Frédéric Bouchard a publié une vidéo sur la discographie de Plume la Traverse. Une virée musicale qu'on avait faite avec deux de nos enfants, remplie de souvenirs et d'amour pour son univers. Aujourd'hui, on traverse dans le monde de Plume, mais on plonge dans un autre volet de sa création, l'écriture. Le texte que je vais vous lire a été écrit par Frédéric, évidemment. Il porte sur Compte-Gouttes ou Le pays d'un reflet, le tout premier roman de Plume la Traverse. Une œuvre éclatée, poétique, drôle et parfois déroutante. Fidèle à son style bien à lui, vous trouverez le lien du vidéo original dans la description. Dans la description de plus. Il va falloir que je demande à mon chum c'est quoi qu'il veut dire avant de faire le montage. Bonne écoute! Avant de continuer avec les sources, j'aimerais dire que j'ai un rhume de fin printemps. Je retourne au printemps. De fin été, début automne. Donc, j'espère que ma voix ne sera pas trop burk. Donc, les sources. Balado de Radio-Canada d'un plume à l'autre. Le Devoir, mon conjoint a écrit les dates, là, donc 6 juin 87 et 21 mars 87. Le Soleil, le 14 mars 87 et La Presse, le 28 mars 87 également. Né en 1946, Michel Latraverse devient plume quelque part dans les années 60. Au gré des routes qu'il sillonne en tant que peintre itinérant, caricaturiste et dessinateur, toujours un livre de Kerouac sous le bras. L'été 69 marque un tournant. Il troque ses pinceaux pour une guitare et fonde avec Pierrot le Fou et Dr Landry le groupe La Sainte Trinité. Un seul album naîtra de cette union mystique, en 1971, Trinitaire, avant que notre oiseau migrateur ne s'envole vers le Mexique pour 2 ans. Ah, ça, je n'étais pas au courant. OK. En 73, un accident de la route le force à rentrer au bercail. Après une convalescence marquée par la douleur et la renaissance, Plume revient dans la vie publique en 74, tel un phénix qui ressuscite de ses cendres pour prendre d'assaut la scène québécoise. Trop chansonnier pour les rockers, trop rocker pour les chansonniers, il mène sa chaloupe à côté du paquebot clinquant du show business, refusant d'y embarquer. Peu de télé, peu de radio, mais une œuvre vaste, enracinée, portée par la mythologie qu'il s'est construite. En 85, il présente son show d'adiable parce que, comme il le dira lui-même, le pendant d'un adieu, c'est un adiable. OK. Après 10 ans de rock, de folk et de route, il s'offre un détour du côté des bancs d'école, des cours de création littéraire, qui mèneront à la naissance du livre Compte-Gouttes ou Le pays d'un reflet en 87. Ce sera le premier volet d'une trilogie romanesque entièrement plumienne, à la fois marginale et profondément lucide. Le deuxième volet de cette trilogie dissociée paraîtra en 93 sous le titre Pas d'admission sans histoire. Le dernier, Striboule, viendra clore le tout en 95. Après ces 3 ouvrages, Plume délaissera définitivement la plume littéraire, ou du moins celle du roman, jugeant que ces histoires finissaient toujours en fouillis incompréhensibles. Et honnêtement, ce n'est pas du tout
Ce n'est pas tout à fait faux, mais se fouiller justement à sa propre logique, celle du rêve, du verbe qui dérape, du miroir déformant qui dit souvent plus vrai que la ligne droite. De prime abord, Compte-Gouttes ou Le Pays d'un reflet raconte l'histoire de Séville Saint-Just, un personnage qui cherche à écrire. Désolée, c'est le nom qui m'a fait. Ça comme Séville Saint-Just, c'est Saint-Je. C'est un peu bizarre. Un personnage qui cherche à écrire à un travers un auteur qui s'appelle Henri. Il erre dans les bars, les bistrots, les ruelles et les ailleurs, souvent à Paris, parfois dans des recoins mentaux, à la recherche d'inspiration. Tu sais, mon conjoint le disait plus haut, ça peut être un récit de n'importe quoi. Hein? Mais rapidement, le fil narratif s'effiloche. Les contes qu'il entend, qu'il imagine ou qu'il vit deviennent des contes-gouttes, des fragments flous qui s'égouttent dans sa propre réalité. Ce flou est déroutant, oui, mais voulu. C'est dans cette confusion que Plume installe son terrain de jeu, là où l'identité éclate, où la parole divague, où l'auteur, le narrateur et le personnage forment une seule trinité éclatée. Les choses deviennent encore plus nébuleuses lorsqu'on réalise que le narrateur est en fait un Québécois exilé en France pour quelques mois. Dès lors, un doute s'installe, et si Séville Saint-Just, derrière les lunettes de la fiction, était en réalité Plume lui-même? On pourrait alors lire Compte-Gouttes comme une série d'anecdotes déformées, digérées, réinventées, des souvenirs de tournée, des impressions de trottoir, des états d'âme de passage. D'autant plus que, par un heureux hasard ou un clin d'œil volontaire, Plume et les mauvais compagnons se trouvaient justement en France au tournant de 80-81 pour une tournée européenne et l'enregistrement de l'album French Tour. Ce flou entre mémoire et invention donne au livre sa texture unique, celle d'un rêve éveillé nourri par la route, l'alcool, la langue et l'errance nocturne joyeuse ou non de l'exilé. Malgré une réception plutôt tiède du milieu littéraire, voire carrément froide dans certains cercles, Compte-Gouttes s'est tout de même taillé une place enviable dans le palmarès des ventes. Dans la presse du 28 mars 87, on le retrouve au 4e rang des best-sellers. Plus lu qu'Alain Dubuc et ses leçons d'économie simple, mais un brin moins que Les filles de Caleb d'Arlette Cousture. Pas mal pour un roman incompréhensible d'un chanteur pas censé écrire. Allons-y maintenant avec la critique. Mon conjoint commence par un extrait en citant page 24, 9, l'accent tué, écrit en 2 mots. L'accent, c'est pas dans la gorge des uns, c'est dans l'oreille des autres. L'accent ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd quand il frôle la trompe d'un glou-glou. OK. Évidemment, il y a ces garçons de café, style aquarium super galvanisé, programmés à ne pas avoir le temps de comprendre de toute façon. Et puis, il y a ces petits débits, un peu plus en coulisses, qui constituent un monde où la goutte coule d'une façon plus familière. J'ai rien compris. Mais c'est plus. Donc, c'est compréhensible. Mon humour. Extrait numéro 2, page 40-94, propos de départ. Songe à tempérament. Auguste Émilien entra à la taverne Marcille. Il venait de la meilleure place au monde. Il avait fini par s'y emmerder et maintenant, il emmerdait tout le monde. Ah ben ça, je l'ai compris par exemple. Ce lopin de paradis où il avait jadis levé son rêve semblait bien loin. Cet Éden dont tout le monde rêve à 65 ans, il l'avait eu, lui, trop vite. Maintenant, il ne lui restait rien à quoi il pourrait rêver, sauf une belle bière. Auguste Émilien venait de la Gaspésie. N'est-ce pas là le plus beau pays du monde, avec ses plages ensoleillées, ses palmiers et ses fameux lobster rolls? Je suis pas sûre pour les palmiers, là. On parle quand même du Québec, là. La Gaspésie, il n'y a pas de palmiers là. Bref. Et pourtant, faisant fi de tout, il était parti, vivre son rêve à l'envers. Il ne pensait
il ne prenait aucun plaisir, comme tout le monde, à économiser de l'argent pour pouvoir aller vivre ailleurs. Il en venait de ce lieu et savait qu'il ne pouvait même plus se l'offrir en y rêvant par en avant. Les gens perdent tellement de temps à concrétiser leur insatisfaction. Et il buvait de la belle bière en hurlant « Qu'est-ce qui a dit que j'étais mort? » Ah, c'est qui c'est qui a dit que j'étais mort? De sa voix nasillarde de coupeur de vitres. Auguste-Émilien Lampron-Levac, mon Dieu, tout qu'un nom, 18 ans, oh en plus, pas petit, entretenait tous les symptômes de la jeunesse nord-américaine blasée, perdue dans les voyages, les cieux à crédit et l'amour garanti. Né trop vite, la gueule trop pleine de hamburger final, Auguste-Émilien se suicida à petite dose jusqu'à sa pension, après 68 ans de lentes tentatives. OK. On le mit en bière et on l'expédia dans sa Gaspésie imaginative dans une caisse d'O'Keeffe. O'Keeffe, c'est une sorte de bière, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est très vieux. Je pense que ça n'existe plus. Faudrait que je vérifie, mais il me semble que ça n'existe plus. Mais voilà. Mais là, c'est des extraits. Chérie, est où la critique? OK. Ben, voilà. Là, j'espère que l'image est claire parce que moi, avec mes lunettes teintées, je vois pas tant comme il faut. C'est ça. Appréciation et notes. Il y a d'ailleurs quelque chose de très Beat Génération dans l'écriture de Plume ici. Non seulement par le style, en flux éclaté, parfois presque automatique, mais aussi par l'attitude. On pense à Kerouac, bien sûr, que Plume a souvent évoqué, et à cette idée d'écrire comme on parle, comme on pense, sans trop se relire. Le récit saute d'une idée à l'autre comme une conversation qui déborde. On est dans l'élan plus que dans la structure. Et puis, ça se passe à Paris. Pas le Paris de carte postale, mais celui des ruelles, des bistrots, des nuits qui ne finissent pas. Ce Paris-là, c'est aussi celui des écrivains errants, des exilés volontaires, des marginaux lucides. Exactement le décor que s'étaient donné les Beats quand ils passaient de New York à la Louisiane en faisant escale sur la rive gauche. Chez Plume, ça devient un théâtre à la fois grotesque et intime, où l'accent québécois dérange les serveurs et nourrit les pages. Compte-gouttes, c'est un peu une chasse au trésor. Ah, elle est là, la critique. OK. C'est un peu une chasse au trésor pour ceux qui connaissent bien Plume. À travers les pages, on tombe sur des phrases, des idées, des éclats de pensée qui font écho à ses chansons, à ses albums, à son univers. C'est comme s'il avait disséminé des balises pour ses initiés, des repères codés dans un récit en zigzag. Et comme dans ces disques, on y croise une galerie de personnages étranges, paumés, drôles malgré eux. Leurs gestes sont décrits avec une poésie déjantée, un sens du détail absurde, parfois attendrissant. On ne sait jamais trop si on est dans une scène réelle, une image mentale ou un délire d'écriture, mais tout ça flotte dans le même bain. Un monde à la Plume, où le grotesque devient touchant et où la folie fait sourire avant même de faire réfléchir. Cela dit, on se sent parfois un peu perdu en cours de lecture. Faudrait que je le lise pour comprendre la critique. Il faut relire un paragraphe, revenir sur une phrase, se demander qui parle ou ce qu'il vient d'arriver. Mais ça se lit quand même bien, dans le sens où le vocabulaire est simple, direct. Ou en couleur, oui, mais jamais hermétique. Et même quand certains passages deviennent un peu arides, voire décousus, on soupçonne Oncle Plu-Plu de le faire un peu exprès. Comme s'il voulait nous forcer à zigzaguer avec lui, à sortir de l'autoroute pour prendre les chemins de traverse. Là, tu sais, Plume la traverse. Mais chemin de traverse, ça fait Harry Potter. Coucou Lynn! Haha! Il n'y a personne qui va comprendre à part toi. Un aspect un peu déplaisant du livre est l'utilisation récurrente du mot en N, qui évidemment dans les années 80 était alors plus banalisé, mais qui aujourd'hui crée un malaise légitime chez le lecteur.
Par ailleurs, si un lecteur cherche une ligne conductrice claire dans le roman, il risque d'être dérouté. Le récit avance de façon plutôt décousue, sans véritable fil narratif unificateur, ce qui demande une bonne dose de motivation pour poursuivre la lecture jusqu'au bout. Ah ben ça, c'est un peu plate pour Plume, par exemple. Quand on commence un livre, il faut le finir. Ça m'est déjà arrivé de ne pas finir un livre, mais c'est ça. Très rarement. Séville Saint-Just, qui n'a jamais écrit, veut créer un récit dans lequel les mille et une facettes d'un rêve peuvent finir par se rejoindre dans leur ensemble. Il s'invente donc un personnage qui, lui-même, tente d'écrire des contes-gouttes en observant le monde à travers un verre de blanc, de rouge ou de bière. Henri, le héros en question, s'émoustille bientôt à travers d'autres savoureux personnages qui en viennent à former une vraie révolution dans sa tête. Hubal de Lampron, Babache, Poulet chasseur, etc. Autant de joyeux parasites des bas-fonds qui, côtoyés à mesure que le compte-gouttes en doute, s'estompent avec le temps. Dématérialisé, dépersonnalisé, Séville Saint-Just n'est plus qu'une vision. Ne serions-nous que le pays d'un reflet? Commentaire, La Presse, Montréal, samedi 28 mars 87. Réginald de Martel écrit « Quelques images saisissantes et tout le reste qui ne vaut rien du tout. La traverse n'a rien à dire ou il n'a pas davantage de mots. On assiste au défilé interminable de personnages innombrables et mal définis, sinon par quelques manies, quelques tristesses ou quelques éclats. Le tout se passe dans un climat de grossièreté voulue, appuyé et passablement infantile, sans la moindre bribe d'humour, à moins que le calembour y suffise. » Ça, c'est très destroy comme critique. Commentaire anonyme dans Le Devoir, Montréal, 6 juin 87. Le pays dont on ne se souvient plus, les haillons du rêve, nœuds et dénouements du cordon, le clochard céleste, le lonesome rocker, Plume la Traverse, sort enfin de sa retraite. Un véritable événement, un roman d'un réalisme truculent où l'auteur raconte la soif qui l'anime tout au long de son périple ambitieux dans le monde surprenant de la création. Une véritable épopée du langage entre François Villon et Rabelais. Ben là, cette critique-là est un peu mieux quand même. Alors voilà, j'espère que cette critique vous aura donné envie de lire ce livre et qui sait de découvrir Plume si vous ne le connaissez pas encore. C'est un personnage québécois que je connais pour ma part depuis mon adolescence, puis j'adore son œuvre à 90% au minimum. Son œuvre musicale, parce que j'ai pas lu ses livres. Dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà notre Plume nationale. Puis à bientôt pour une autre critique de mots crus. Ciao!